Merci d'être resté. Attends, on va les mettre mettez-vous au milieu. J'espère que ça vous a plu et que vous n'attendrez pas la sortie avec des armes. Il y a Captain Marvel avec nous, donc ça va. Voilà. D'abord, je tiens encore à remercier nos intervenants. Donc, ça veut dire non seulement les deux ici présentes qui sont là pour la Projo, mais en particulier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce documentaire, parce que nous, finalement, on n'a fait que poser la caméra en face, et ce qui fait l'intérêt du documentaire, c'est leur parole. Donc voilà quoi. On est très content d'avoir eu un casting si diversifié que ça, à plus forte raison, puisqu'on a filmé pendant la période de Covid, et que ça veut dire qu'il a fallu jongler entre les confinements, les fermetures de frontières, les alertes de clusters et des choses comme ça, et que du coup, voilà quoi. L'autoroute italienne. On l'a échappé belle à plusieurs reprises, voilà. Qu'est-ce que j'ai moi, je vais peut-être aller dans la. Dans la quoi? Je vais peut-être tendre le micro s'il y a des gens qui ont des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Où est-ce qu'il y a un autre micro? Ouais. Tiens, il y a quelqu'un qui se fait appeler. Faut que je donne le micro? S'il y a des questions, parce que s'il n'y a pas de questions, le micro, il va s'ennuyer. Bonsoir. Déjà, merci pour ce documentaire. Et comment vous avez fait justement la sélection des personnes interviewées? En fait, là, c'est. Alors d'abord, il y a plein de gens qu'on aurait voulu interviewer, avec qui on a des contacts avancés. Et justement, pour les difficultés dont on a parlé, je peux citer par exemple Devin Grayson, qui est une scénariste qui a été très importante dans l'évolution de Black Widow. Et finalement, pour des problèmes de fermeture, de choses comme ça, on n'a pas pu l'interviewer. Après, ça s'est fait un petit peu de manière à la fois naturelle et logique. Ça nous semblait naturel d'avoir à la fois des autrices, des scénaristes et des dessinatrices, à la fois des femmes qui lisent des comics et d'autres qui finalement revendiquent pas en lire beaucoup mais connaissent ces personnages-là par les films. Il me semblait évident qu'il fallait un petit peu de quelqu'un comme Mélanie Boissonneau, donc, qui est une chercheuse et qui apporte encore un autre regard. Et puis aussi parce que ces personnages-là, on en parle un peu avec la création de Wonder Woman, ces personnages-là, historiquement, ont souvent aussi été créés par des hommes. Donc ne pas faire non plus, ne pas tomber dans un cliché inverse qui aurait été de mettre que des femmes et d'oublier des gens comme Chris Claremont qui avec les X-Men ont été très importants et du coup on a fait un peu comme ça. Finalement, je dirais bien qu'il y a 3-4 auteurs qu'on n'a pas pu mettre dedans, avec qui on a des contacts avancés. Avec le recul, je positive en me disant que c'est pas plus mal, parce que je me demande où on les aurait mis. On aurait fait un documentaire qui durait 3h30 et c'était imbuvable. Donc voilà. Ouais, alors après, il faut dire que le Covid n'a pas aidé, mais du coup, on a eu des sélections parce que y a eu des désistements et qu'il a fallu trouver des plans B. Donc Xavier a trouvé les plans B assez rapidement, puis les frontières fermées. Il y avait tout un peu une problématique. On aurait dû partir pendant le mois de juillet, puis pendant le mois d'août, puis la production ne voulait pas qu'on parte. Ils avaient peur qu'on se fasse contaminer. Et puis ceux qu'on devait interviewer aussi, il y en a chez qui on est intervenu. On a acheté un week-end férié en France à 2 minutes de la fermeture, alors que Xavier venait de se faire voler ses affaires dans le train. Donc il a fallu que je le dépose, faire une déclaration à la gendarmerie. Pendant ce temps, je suis allé dans une pharmacie gigantesque pour aller acheter des gants, des charlottes, des trucs pour les pieds, parce qu'on avait une interview chez Emanuela Lupacino, qui n'était pas chez elle. Donc il y a eu un truc de dernière minute, on est allé chez une de ses amies pour filmer. Et son ami, qui était complètement flippé du Covid, nous a dit vous ferez ça, mais Charlotte, on était les experts Manhattan, quoi, en train de faire une interview. Et en plein milieu de Rome, à 11h, il faisait une chaleur déjà de fou furieux. Mais voilà, on a jonglé avec ça en permanence, en fait, tout le temps. On aurait dû faire des auteurs sur Avignon, ça s'est pas fait. Il y a plein de trucs qui n'ont pas pu se faire. Donc il a fallu chaque fois vraiment jongler avec ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre. Et 2 derniers critères sont que dans
le choix des invités. Je ne sais pas si le terme est élégant, mais on a essayé de privilégier une diversité d'âge aussi, puisque Trina Robbins, qui est la dame avec son chat que vous voyez à un moment, elle a 82 ans. Donc finalement, je crois qu'on a pratiquement 60 ans d'écart entre les différents invités. Et puis, on a privilégié aussi une diversité de nationalités. Ça me semblait intéressant que ce ne soit pas simplement franco-américain ou franco-français, bien entendu, et qu'on ait, par exemple, David Lopez, qui est espagnol, qu'on ait une dessinatrice émérite avec Nicolas Scott, qui dessine Wonder Woman, mais qui est australienne. On a des Américains, on a des Italiennes, on a des Français. Et du coup, ça me semblait intéressant, là aussi, pour une question de prisme. Voilà. Est-ce que ces dames veulent dire quelque chose, peut-être, parce que comment elles l'ont vécu? Alors moi, je l'ai vécu assez bizarrement, parce que, alors déjà, je tenais à vous remercier tous les deux de nous avoir permis de nous exprimer et d'exprimer notre amour pour les super-héroïnes. Voilà, enfin, je pense que tu peux être d'accord avec moi. Et moi, pour ma part, voilà, moi, je fais partie du staff de la Popcon. Il y a un an, pratiquement jour pour jour. Xavier, que je connais depuis des années, on a fait plusieurs conférences ensemble sur la thématique des super-héroïnes, justement, et des femmes dans les comics. Il vient me voir, il me dit oui, ça serait sympa si tu pouvais donner ton avis sur les super-héroïnes. Voilà. Et bon, moi, en général, je suis du genre à dire non, et puis je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai dit oui. Et bon, il m'a posé pas mal de... En fait, elle est un peu timide, et je me suis dit qu'elle n'allait jamais accepter de tourner dans un documentaire, donc je lui ai dit c'est pour un reportage. Et on lui a menti pendant tout le temps des questions, et j'ai attendu la dernière question pour lui dire en fait c'est pas un reportage. C'est exactement ça. Bon. Et alors la prise a été assez chaotique. Hein, voilà. Je pense qu'on a dû refaire ça une dizaine ou une vingtaine de fois. Moi, j'ai redit les mêmes choses au moins 10 fois. D'accord. Ah, c'est pour ça, d'accord. Voilà, c'était assez compliqué. Mais ça s'est super bien passé. Et puis voilà, effectivement, Xavier, tout gentil, me fait non, mais en fait, tu vas être dans un reportage avec Trina Robbins. Je lui fais quoi? Parce que pour moi, Trina Robbins, c'est le Saint Graal, quoi. C'est voilà, c'est la plus grande de toutes les plus grandes, quoi, des autrices de comics. Et waouh, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est un truc de malade. Et bon, mais, du coup, merci, hein, merci encore. C'est vraiment une très belle expérience, en tout cas. Je passe. Et toi, donc tu écrit, du coup, puisque nous allons parler des Australiennes, des Américaines, mais tu es un fond de l'espace, donc Lyon, en fait. Ouais. Je suis revenue exprès d'une autre galaxie, en fait, pour participer au reportage. Alors moi j'ai rencontré Fred à la Comic Con en 2019 et c'était ma première convention, la première fois que je mettais le costume de Captain Marvel. Bon, je me suis dit tant qu'à faire, on va aller directement à la plus grande convention, quoi. Allons-y, zou. Donc mon costume en fait a été fabriqué sur mesure par Replica Industries, qui sont des créateurs sur Valence il y a 2 ans. Donc je les ai revus il n'y a pas très longtemps et quand on a fait le point, c'est vrai que finalement il a assez bien tenu. Il y a pas mal de choses qui vont être modifiées. Mais voilà, j'étais partie avec 2 amis là-bas dans un projet, pour un projet vraiment de faire de la com, de s'amuser et dire on en profite. Et voilà, j'étais là sur l'espace cosplay tranquillement et puis au bout d'un moment je vois quelqu'un qui s'approche, qui fait avec son appareil photo, sa caméra, sa caméra. Je dis mais bon, qu'est-ce qu'il fait et tout, puis il me dit bonjour, ça va, ça fait longtemps que tu fais Captain Marvel. Je dis non, c'est la première fois que je mets mon costume. Et là il a pas trop voulu me croire, il me dit non mais tu me fais marcher. Je dis si c'est vrai. Donc on a échangé un petit peu et puis par chance la semaine d'après il venait sur Lyon, donc je lui ai envoyé un email et je lui ai dit si tu viens sur Lyon, ça te dit on va boire un verre et puis on discute de ce que tu fais, du reportage, parce qu'il m'a dit écoute, je vais te faire signer une décharge, j'aimerais bien, on prépare un truc mais je peux pas t'en dire plus, je sais pas trop. Et puis finalement sinon on serait obligé de te tuer. Ouais, sinon il m'a dit ça, sinon on serait obligé de te tuer. Et puis on s'est revus, on a discuté avec toute la période Covid, etc. Bon, c'est un peu passé. Ça s'était mis un peu de côté, on n'en a pas plus parlé que ça. Par contre, avec Fred, on a beaucoup discuté de plein d'autres choses autour du cosplay.
Et puis un jour, il me dit, en fait, tu sais, le documentaire et le reportage, il n'est pas du tout dans les cartons. En fait, c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, il y a Xavier Fournet qui va t'appeler. Comment ça, Xavier Fournet va me téléphoner Oui, il va t'expliquer, il va tout expliquer. Et là, Xavier m'appelle et en fait, on a dû rester au moins 1 heure au téléphone à échanger. Donc, c'était très intéressant. Et pourquoi, par rapport à ma vision du personnage, par rapport à pourquoi je faisais ça. Et voilà, je pense que ma personnalité lui a plu. Et je parle beaucoup, je suis désolée. Ouais, enfin, moi, je n'ai pas un micro que pour moi, donc je vais quand même le rendre à Xavier. En fait, la plupart du temps, quand j'avais des intervenantes comme ça que finalement on connaissait pas beaucoup, moi j'ai pris un grand soin effectivement de prendre des coups de téléphone à peu près d'1 heure, parce que je voulais surtout les rassurer, je voulais bien les prévenir qu'on faisait pas un documentaire comme je pense que vous en avez tous vu sur le cosplay avec la petite musique laconique. À 40 ans, François se prend vraiment pour Superman et des choses comme ça, ou comme à la grande époque du petit journal avec le gros plan sur les fesses de la cosplayeuse. Donc je voulais vraiment leur affirmer que c'était pas du tout ça qu'on voulait faire, et d'une part pour les connaître avant de pouvoir les interviewer, et d'autre part pour qu'elles sachent ce que nous on avait en tête. Ça aurait pu être quelque chose de scabreux ou pas, et c'était pas le cas. Donc ouais, en général on n'a pas, soit c'est des gens que j'ai eu au téléphone une bonne heure facile pour discuter, soit c'est des gens avec qui j'ai eu des échanges épistolaires par mail pendant des mois pour que ça soit plus naturel au moment de mettre la caméra. Autre question ? Oui, monsieur. Moi, je voulais vous demander comment vous voyez la chose que Miss Marvel soit passée de la nana en détresse que Captain Marvel, la nouvelle, Carol Danvers soit passée de la femme en détresse que Captain Marvel doit sauver à être le nouveau Captain Marvel. Dans la BD, tu parles ? Ouais, dans les comics. Ouais, je sais pas si elle est trop en détresse au départ, parce qu'elle est quand même pilote de chasse, et puis ouais, tu vois, ça comics, reste une profession forte, quoi. Ouais, mais elle est tout le temps à être dans les ennuis, et Captain Marvel vient tout le temps la sauver, quoi. Ouais, je vais laisser le micro à... Spécialiste. En fait, il y a de bonnes et de mauvaises raisons. Mais je ne sais pas si vous l'avez perçu dans le documentaire, mais souvent, il y a des fois des bonnes séries qui sont apparues à partir de mauvaises décisions, et le contraire aussi. Des fois, avec les meilleures intentions, ils ont fait des trucs qui n'étaient pas très géniaux. Et en l'occurrence, dans les années 70, ils voulaient un peu peupler les comics Marvel de versions féminines, parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'eux n'avaient pas de Wonder Woman. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu Miss Hulk, qu'il y a eu Spider-Woman, et puis il y avait ce nom Marvel qu'il fallait utiliser. Donc il fallait créer une Miss Marvel ou une Marvel Girl ou quelque chose qui aurait eu sa propre série, qui aurait porté le nom Marvel. Et en creusant, il y avait ce personnage qui, à la fin des années 70, apparaît dans 5 ou 6 épisodes de Captain Marvel mâle, et donc il y a cette Carol Danvers qui est une sorte de Lois Lane très désagréable. Ça colle pas du tout entre eux dans les épisodes des années 60. Ils ont vraiment une espèce de relation on a l'impression de chat et chien, et donc ils ont fait une série. Ils ont profité du fait que le personnage n'était pas très défini pour en faire d'abord Miss Marvel. Donc vraiment un des personnages les plus féministes des comics, parce que dans sa vie privée, à ce moment-là, elle est rédactrice d'un magazine féministe. Et après, il y a un épisode des Avengers où elle en prend plein la figure, où elle perd ses pouvoirs, enfin des trucs comme ça. Et Chris Claremont, donc qu'on voit dans le documentaire, s'est dit, il y en a marre, il y a toujours des histoires comme ça où une femme en prend plein la figure, mais on n'en parle pas après. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire la sorcière rouge, les autres, Wonder Woman, il y a eu plein d'épisodes où à chaque fois ça tombe un peu sur, oh, tiens, au hasard ça va tomber sur la femme, et puis c'est un bonbon, on te fait un bisou, ça suffit, et on passe à autre chose dans l'épisode suivant, et puis dans 6 mois, t'en reprendras encore plein la figure. Et sur Miss Marvel, il a vraiment tenu à faire une saga où il y avait la reconstruction du personnage. Et donc il y a une saga où Carol Danvers perd ses pouvoirs, devient un personnage au bout de quelques mois beaucoup plus puissant, qui s'appelle Binary, qui irradie de l'énergie. Et on voit un peu la trace de ça dans les films. C'est le moment où elle est en mode super guerrier de l'espace. Et cette reconstruction-là, c'est vraiment d'abord Chris Claremont qui l'a amené petit à petit. Et par contre, il l'a amené à un moment où Marvel était plus du tout intéressé par le personnage. Donc elle est secondaire dans des épisodes des X-Men ou d'autres choses comme ça. Et vers 2012, la scénariste,
qui est l'issue de Koenig, l'a reconstruite en fait, a dit voilà, ce personnage est un des plus puissants. Finalement, c'est un peu le Superman de l'univers Marvel, comme on le dit, mais elle est un peu off caméra, quoi. On la traite jamais comme ça. Allons-y franco. Donc la reconstruction a été lente, mais finalement elle est naturelle. Et quand on reprend des épisodes qui sont parus 30 ans plus tôt dans les comics, il y a déjà ça. Simplement, c'est comme si on n'avait pas mis le projecteur dessus. J'ai fait une réponse interminable, je pense. On m'entend là? Ouais. Okay. Moi j'avais justement une question parce qu'il y avait cette sorte de montée du lectorat féminin qui est d'abord très intéressant à l'intérêt porté sur les comics, mais aussi justement l'intérêt peut-être que, enfin je ne sais pas ce qu'il y en est du lectorat, j'ai pas des statistiques, hein, mais du lectorat masculin envers justement ces comics renouvelés, envers comment dire ça, sur ces nouvelles versions de super-héroïnes. Je trouve justement aussi, ne serait-ce que dans l'aspect féministe, à apporter justement une certaine vision aussi aux garçons de nouvelle génération ou même aux garçons qui arrivent ou autres, de justement rechercher aussi cette vision du caractère autour de la personne et pas justement, on va dire ça comme ça, l'objectif. J'ai plus le mot, désolé. Mais voilà, enfin, je sais pas ce que vous en... Vous avez comme vision. Toi, tu as peut-être des choses à dire là-dessus. Juste un truc, moi, en tant que cliché du cinquantenaire, cis, mâle, tout ça, voilà. Moi, j'ai lu Wonder Woman dans les années 70 et je suis tombé. La première saga de Wonder Woman qui m'a marqué, c'est une saga où c'est un peu raccord avec ce qu'on discutait sur Miss Marvel. Elle a perdu ses pouvoirs et après quelques années de cette série où c'était plutôt une sorte de Emma Peel, il y a un moment où elle retrouve ses pouvoirs et il y a une saga de 12 épisodes qui est super bien, qui est bien écrite, qui est très agréable, où c'est un peu les 12 travaux d'Hercule. Elle doit faire des tests pour repasser dans la Justice League. Et moi, j'étais gamin et je me suis dit, mais Superman et Batman, ils se sont déjà fait virer, ils ont déjà quitté la Justice League. Il n'y a jamais eu des tests pour les faire revenir. Pourquoi ils feraient passer des tests à une nana qui est une Amazone surpuissante alors qu'ils ont un gars qui a des flèches vertes, quoi. Franchement, je devais avoir 8 ou 9 ans et je me dis, bah, en fait, ça peut pas être parce que c'est une... Non, ça peut pas être ça. Et en fait, c'est en lisant cette série-là qu'il y a... Enfin, je sais on parle beaucoup des séries de super-héroïnes qui sont naturellement... Enfin, qui ont un rôle d'identification ou de projection pour les lectrices, mais ça a un rôle aussi d'apprentissage pour les lecteurs, jeunes ou moins jeunes, en se disant, bah, attends, ça marche comme ça pour elles. Enfin voilà, moi je l'ai pris comme ça à l'époque. Je ne sais pas si tout le monde le prend comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui tirent des enseignements beaucoup plus profonds que ce que moi j'en ai pris à l'époque. Mais en tant que lecteur contemporain de ce truc-là, c'est ce que ça m'a inspiré. Ce que je peux rajouter, moi, ce que je pense, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a, comme disait Nicolas Scott à la fin du reportage, c'est qu'il y a eu un engouement de la part du lectorat féminin au niveau des comics vers les années 2010. Même c'est moi en tant que blogueuse que j'ai commencé à ce moment-là en parlant des super-héroïnes, des héroïnes de comics. C'était vraiment à cette époque-là parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait un regain d'intérêt des femmes envers les héroïnes et les super-héroïnes de comics parce qu'on avait vraiment passé une époque de merde, surtout dans les années 90, justement au niveau de l'objectivisation des femmes hypersexualisées à cette époque-là, c'était vraiment atroce. Et effectivement, les auteurs qui travaillaient sur ces séries-là, c'était essentiellement des hommes. Même si on revient toujours sur le fait que Chris Claremont, qui a toujours été là depuis très 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 longtemps, a toujours mis en valeur les femmes depuis qui travaille sur les plus grandes séries Marvel. Il y a eu une évolution petit à petit, autant en regain de lectorat féminin et un nouvel intérêt du coup des auteurs et des autrices, parce qu'il y a aussi cet essor d'autrices qui est arrivé, comme Gail Simone par exemple, qui est la plus connue, qui est issue de Koenig dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment une évolution sur plusieurs points qui s'est faite et qui est indissociable, hein, je pense. Voilà. Et en fait, moi, je sais, en tant que maman, je sais que j'ai un fils qui a 17 ans, mais qui a toujours été bercé depuis toujours sur les super-héroïnes et les héroïnes de comics. Et en fait, sa culture à lui, c'est les héroïnes, c'est pas les héros.
les héros, ils sont, à part Spider-Man, Miles Morales, en fait, il n'y a que les super-héroïnes, les héroïnes qui l'intéressent, en fait. Mais parce qu'il a été bercé dans cette culture-là, que moi, je lui ai inculqué. Naturellement, je ne l'ai pas forcé à aimer les super-héroïnes, hein, pas du tout. Hein. Mais voilà. Donc, en fait, je pense qu'aussi que l'intérêt des hommes envers les super-héroïnes, c'est aussi une histoire d'éducation et de transmission des auteurs, des médias, en ce sens. Voilà, je ne sais pas si tu... Ouais, ça reste quand même super discriminant. Hein. De faire repasser un test, même si elle a été méchante dans Binaries, c'est super discriminant. Enfin, même en rentrant d'Italie, tu vois, avec la C3, quand on est allé faire notre périple, on m'a pas fait repasser le permis de conduire. Pourtant, on aurait pu. Parce qu'il nous est arrivé quand même des trucs en voiture plutôt pas mal. Hein, voilà, tout n'est pas légal. On peut pas trop parler parce qu'il n'y a vraiment pas de... Hein, voilà. L'Italie, ça reste chouette, mais c'est super dangereux quand même, hein, en voiture. Donc voilà, j'ai pas repassé mon permis, mais du coup, je trouve que c'est, ouais, pour aller dans leur sens, c'est trop discriminant en fait. Ouais. Je vais faire bref. Je vais être bref. En fait, j'ai pas autant de culture comics que mes collègues. Mais parce que moi, j'ai surtout découvert Captain Marvel à travers son film, et c'est vraiment grâce à ça que j'ai vu le personnage et je me suis vraiment dit, mais tu lui ressembles énormément. Et c'est comme ça que j'ai pu choisir c'était un choix réfléchi de pouvoir faire ce personnage-là. Maintenant, je pense que les comics et les BD, tout ça, c'est super. Mais justement, dans l'évolution, à travers le cinéma, on a pu aussi voir, ce que disait dans le reportage, c'est que maintenant, les super-héroïnes peuvent aussi porter un film. Et aussi bien les hommes, les femmes, les enfants, de tous les âges, en fait. Les vieux, des jeunes, vont se déplacer pour pouvoir aller vraiment voir ces personnes-là au cinéma. Et je trouve ça vraiment génial, en fait, tout simplement. Donc moi, quand je pars au cinéma avec mes enfants et que je suis habillée en Captain Marvel pour aller à l'avant-première de Black Widow, ils sont juste fans, quoi. Donc je me dis, c'est top. Ouais, puis ça peut pas... En fait, s'identifier à un personnage, finalement, on s'en moque du genre, parce que finalement, jusqu'à ce que Marvel fasse énormément de choses au cinéma, je me représentais j'avais plus de visibilité sur un personnage comme Batman que j'adorais, mais je dois avouer quand même que même si le film porte énormément le personnage et qu'il y a forcément dans tout ce qui est Marvel des films qui sont mieux que Captain Marvel au niveau technique ou au niveau scénario machin, je me reconnais dans un personnage comme Captain Marvel plus que dans les autres, parce que c'est un personnage qui a échoué, parce que c'est un personnage qui est tombé très bas, parce que il y a des choses qui, en fait, je trouve qu'il y a vraiment je sais pas si on peut dire que ce soit du transgenre ou quoi, mais on s'en fout en fait du genre finalement. On peut aujourd'hui, en tant qu'homme ou femme, apprécier telle ou telle chose. C'est bien de pouvoir le dire ouvertement et d'être voilà. On parlait tout à l'heure de l'hypersexualisation. Et justement, à travers le personnage de Captain Marvel, on n'est pas du tout là-dedans. Quand tu parles on peut s'apparenter aussi bien homme que femme. Justement, c'est l'un des personnages qui n'a pas un décolleté, qui n'a pas... alors d'accord, les combinaisons sont peut-être un peu moulantes, mais voilà, le costume qu'on porte, il recouvre toute notre anatomie, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On a un peu décrié sur le film en disant elle n'est pas assez féminine, elle n'est pas assez souriante, etc. Mais justement, elle est là pour tout défoncer. On lui demande pas de sourire et d'être belle. Donc c'est un peu, je trouve que c'est un peu ce côté-là du sois belle et tais-toi qui est un peu revendiqué en termes du côté de la femme. Mais ça fait du bien de pouvoir dire j'ai des valeurs, et on met en fait ces valeurs-là vraiment en avant, quoi. Je supporte pas la justice, je suis quelqu'un qui écoute les gens, de sensible, les choses me touchent, et voilà. Et du coup, tu me gonfles, hop, un pouvoir magique et je te défonce la tronche, quoi. Qui aurait pas rêvé de... Mais moi, je le rêve de faire ça tous les jours, en fait, des fois, limite. Donc c'est assez drôle du coup à la maison, parce que quand ma fille elle range pas sa chambre, je dis tu sais que maman comment elle réagit, donc s'il te plaît, voilà, dépêche-toi, voilà, maman c'est Captain Marvel. Donc voilà, on en rigole un peu, mais c'est assez drôle. En fait t'es Hancock. Ouais. Je sais pas, quelqu'un d'autre. Moi
Bonjour. Ben, merci beaucoup pour le documentaire, c'est génial. Moi, j'ai adoré. J'aimerais vous faire une enquête. Est-ce que vous pourriez nous recommander une histoire des super-héroïnes qui soit votre préférée ou que vous aimeriez mettre en avant Voilà, merci. Y en a plein. Heureusement d'ailleurs qu'il y en a plein. Quelqu'un me parlait ce matin de quel... Non, mais juste pour contextualiser, quelqu'un me demandait ce matin quelle était ma BD préférée, un peu sur le ton de quelle BD on emmènerait dans une île déserte. Et moi, je dis toujours que si on emmenait un seul bouquin dans une île déserte, on se ferait chier au bout de 3 jours. Et ça, c'est comme manger le même plat tous les jours, ça devient la cantine, quoi. Même si c'est le meilleur plat du monde. Il y a heureusement, il y a plein d'histoires, sinon on n'aurait pas tenu un documentaire entier là-dessus. Maintenant, il y a des questions d'accessibilité, et moi j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui connaît pas tel personnage ou qui lit pas forcément Marvel ou DC, enfin voilà, j'aurais tendance à le pousser peut-être vers une série comme une BD comme Jessica Jones, où il y a pas mal de choses un peu discutées, et sur le plan graphique, tous les premières années, les premiers épisodes de la série Batwoman, parce que c'est une excellente série aussi, mais il y a à la fois de la réflexion et à la fois sur le plan graphique un truc de dingue, quoi. Donc voilà, j'ai brisé la question, j'en ai déjà donné 2, mais en accessibilité, Jessica Jones, et puis sinon Batwoman, c'est pas mal. Moi, pareil, Batwoman. Le run de Batwoman Elegy, pareil, pour des raisons graphiques évidentes, et puis un peu comme dans le documentaire j'avais expliqué, vraiment c'est une héroïne que j'affectionne énormément sur le plan LGBT. Et puis voilà, c'est une très bonne histoire, aussi une façon de découvrir le personnage qui est très très intéressante. Et voilà. On me fait des signes en coulisses, donc... je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, j'ai démarré le cycle Thor à Aaron Rivik il y a 1 an, donc j'ai fait absolument tout jusqu'à Original Sin, puis Unworthy Thor, etc. Et du coup, je suis allé encore plus loin, et Jane Foster qui devient porteuse du marteau, avec la problématique physique qu'elle a. Cette manière de vouloir se battre, hein, et de dire finalement tu peux être digne, qui que tu sois, il suffit d'avoir la volonté de porter, en fait, d'être le porteur. C'est un symbole, ce marteau, finalement. On parlait des symboles, hein, on parlait du S de Supergirl, on parlait de l'étoile, ou on pourrait parler de l'étoile du costume de Captain Marvel, ou de plein d'autres choses, ou du S de Superman, peu importe. Mais ce marteau, finalement, quand on voit combien de personnes l'ont porté dans les BD, que ce soit Roro, que ce soit... elle l'a. Et c'est ni une déesse, ni un super-héros à la base, c'est la petite amie, qui finalement ne le reste pas très très longtemps, de Thor, quoi. Voilà, qui est un dieu et qui finalement il a toutes les femmes qu'il veut, il pourrait. Voilà, je trouve que c'est une super histoire à lire, et pour le combat intérieur et extérieur, en fait, que n'importe qui pourrait avoir à mener un jour dans sa vie. Donc, ouais, celui-là. Moi, je vais rester sur du Captain Marvel, hein, forcément. La vie de Captain Marvel. Voilà, je pense que celui-là, il est très très bien, et ça reprend pas mal. Il y a beaucoup de choses après en parallèle qui reprennent, qui parlent de Captain Marvel, mais sur d'autres, et pas que de Captain Marvel, mais pour le coup, celui-là, ouais. Je crois qu'on va vous libérer. Allez, une dernière ou pas? Attention, roulement de tambour. Oui, on fait vite parce qu'il y a toute la direction qui demande D'accord, de dégâts. the last one. Moi, je vais essayer de faire vite alors. Merci en tout cas pour votre documentaire, c'était cool. Ma petite question, c'est moi je suis très fan de Marvel, mais je suis très fan de manga aussi. Et en fait, en parlant de personnages féminins, je m'attendais justement à ce que vous allez aborder le sujet des mangas, qui sont justement là où les femmes sont le plus vulgarisées, je trouve. Et je m'attendais à fait que vous parliez de ça. Alors pourquoi vous n'avez pas intégré les mangas dans votre documentaire? Est-ce que c'est parce que pour vous, les personnages de manga ne sont pas des super-héros, ou est-ce que vous n'êtes pas calé sur le sujet? C'est juste qu'on a
on s'est restreint à l'univers des comics, alors comics, BD et séries télé et cinéma par extension, qu'on a fait tenir au forceps dans 1h20 en coupant des choses, voilà. Et si on dit tout simplement les héroïnes à super pouvoir dans toute la BD mondiale, ça veut dire aussi le manga, mais ça veut dire aussi la franco-belge, parce qu'il y en a quelques-unes aussi. Et là, pour le coup, ça devient un péplum. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas le traiter en moins de 18 heures, ce documentaire. Et effectivement, il faut aller chercher après des auteurs et des autrices japonais, des lectrices et du coup, ça fait péter les objectifs. Il faut faire une série. Moi, je suis pas contre, mais il faut aller convaincre après une chaîne de nous laisser les commandes de l'antenne sur un long terme. Donc, on a fait quelque chose qui est manageable. Et en plus, honnêtement, moi, dans ma tête, il y a plein d'héroïnes de BD américaines qu'on n'a pas traitées, qu'on aurait pu mettre. Je sais ce que j'aurais voulu mettre, mais il y a un moment où on se dit juste que c'est pas pédagogique de dépasser la durée qui est déjà celle-ci, quoi. Donc voilà, on s'est restreint effectivement aux comics, mais pas en disant on se bouche le nez, le manga c'est pas de la vraie. Enfin voilà, il n'y a rien du tout contrairement. Pour autant, voilà. Je sais pas. Ok. Ouais, mais en fait, le Major, Ghost in the Shell, on pourrait considérer presque comme une super-héroïne. Parce qu'il y a vraiment, c'est un cyborg en fait, c'est pas une humaine ou c'est pas un robot, mais c'est un mix. Erza, que j'aime beaucoup, dans voilà, Erza, parce que change de costume selon son humeur, voilà, et puis bon, elle fracasse un peu. Des super-héroïnes, je te parlerai presque de la Samuraiko que tu as dans Lovina, la série Lovina, qui est une tempétueuse, tumultueuse Samuraiko qui éclate tout à coups de sabre. C'est une série qui est extraordinaire, si tu connais pas, qui est très très bien. Et puis voilà. Non, mais en fait voilà, il a répondu à la question, mais non, moi je connais un petit peu le manga, mais 18 heures, ouais, ça ferait long. En fait, il y a tellement de choses. À la fois manga et comics, mais voilà, il y a un moment où il faut refermer la porte parce que sinon ça devient ingérable. Donc on a fait ce qui était jouable, mais je pense effectivement qu'on peut transposer ça sur plein d'autres genres de récits. Voilà. Non, en fait, il y avait tout ce qu'a fait Miyazaki dans les héroïnes. Quoi. Tu prends Musica, tu prends... Ouais, il y a beaucoup de choses à raconter, forcément. Messieurs, dames, on va vous remercier d'être venus. Et on va vous demander gentiment de vous diriger vers la sortie. Merci encore.